Cherchez l'erreur. De 17 à 18h, Isaac Franco, Gérard Grosjean. Bonsoir chers amis de Radio Judaïka, Gérard Grosjean et Isaac Franco sont heureux de vous retrouver dans le cadre de Chercher l'erreur. Bonsoir Isaac. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Et bonsoir Fanny qui nous met l'émission, qui réalise l'émission. Ce soir, J-1. Oui. Vous avez bien compté, J-1, avant quoi ? Avant les élections israéliennes qui vont se dérouler demain dans tout le pays, en Israël. J'en profite pour vous annoncer que demain soir, à partir de 18h ou 18h30, à partir de 18h30 à l'antenne, une soirée électorale, soirée spéciale électorale sera consacrée à l'événement, avec tous les commentateurs qui sont sur le pont, pour essayer de vous éclairer sur les dessous des cartes, sur les positions, les dernières positions des leaders politiques, sur les chances de coalition entre les différents partis pour constituer finalement un gouvernement qui obtienne une majorité devant la Knesset. Donc on vous donne rendez-vous demain soir, 18h30 sur cette antenne, et vous aurez une soirée électorale complète avec... Je vais compléter votre propos. Ce sera dirigé par Maurice Blibaum, qui nous a conviés d'ailleurs dans cette longue soirée électorale qui commencera, comme vous le disiez justement, à 18h30 et qui devrait se poursuivre jusqu'aux alentours de 23h, avec de très nombreux invités, ici en Belgique comme en Israël. Et partout ailleurs dans le monde, où chaque fois on parviendra à les joindre. Avant les exit polls, puisque les bureaux de vote resteront ouverts en Israël jusqu'à 10h du soir, heure israélienne, c'est-à-dire 9h du soir, heure belge. À partir de 9h du soir, il sera possible d'entendre déjà des premières projections et d'en tirer des premiers enseignements, mais dès 6h30 jusqu'à 9h, nous ferons des analyses à propos de tout ce qui tourne autour de ces élections, de leur importance, de leur signification, en termes de politique intérieure, mais également quelles sont les implications possibles en fonction de ce qui va sortir des urnes au plan international. Donc, l'élection extrêmement importante, un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, nous vous invitons et nous rappellerons cette annonce dans le courant de cette émission dès 18h30 demain jusqu'aux alentours de 23h. Vous saurez tout. Absolument tout. Avant tout le monde. Les élections, avant tout le monde, et mieux que partout ailleurs, d'ailleurs, sur les élections israéliennes. Voilà, merci Isaac d'avoir complété de façon aussi exhaustive l'information que nous étions très heureux de vous présenter ce soir. Ça ne vous étonnera certainement pas que le contenu principal du menu de ce soir soit consacré évidemment à ces élections israéliennes, à la lumière des dernières déclarations, des derniers mouvements d'opinion, des derniers mouvements également dans le monde à l'égard de ces élections, parce que ce petit pays, si petit pays, intéresse tout le monde. C'est quand même un paradoxe de voir que chacun souhaite parler à l'égard des élections israéliennes. Et je crois que du côté de la Maison-Blanche, il y a certainement des oreilles attentives qui sont braquées sur ces résultats. Et nous allons essayer de vous donner la dernière image, les derniers instantanés en ce qui concerne la situation préélectorale. Tout à fait. Une fois encore, demain soir, Israël, je dis bien une fois encore, Israël sera demain le centre du monde. Il l'avait déjà été il n'y a pas si longtemps, c'était le 3 mars, lorsque le Premier ministre s'était entêté à délivrer ce discours devant les membres du Congrès américain. À force d'ignorer la venue du Premier ministre israélien, ça avait été une formidable campagne de public relations en faveur du discours, si bien que la planète entière était à l'écoute des propos du Premier ministre israélien, et 2 semaines plus tard, mardi à mardi, le 17 mars, c'est-à-dire demain, eh bien, le monde entier aura une fois encore les yeux braqués sur Israël, rendant un hommage involontaire à la centralité du fait sioniste, à ce que ça a changé dans le monde, et une reconnaissance presque involontaire, mais intime, de ce qui se passe en Israël touche en fait
tout le monde, comme si c'était une clé de voûte qui permet de comprendre le monde et un sujet qui définit le regard de quelqu'un. C'est-à-dire en fonction du regard que vous avez sur Israël, eh bien, ça vous définit. Voilà, c'est un des rares sujets dans le monde qui définit la personne qui en parle. Donc, c'est un sujet vraiment très intime qui touche en réalité à de la politique internationale, mais qui est en réalité de la politique intérieure. Parce que désormais, eh bien, Israël est un sujet d'actualité tellement récurrent dans les informations, même lorsqu'il n'y a rien à dire, mais tellement récurrent dans les informations de la communauté internationale, comme on l'appelle improprement, que ça en est devenu réellement une affaire intérieure. Oui, on s'aperçoit également que même à notre niveau, au niveau de la Belgique, lorsqu'il y a un manque d'informations, les journalistes se précipitent sur le moindre fait divers. Oui, c'est ça. Qui se passe en Israël pour en faire une rubrique. Oui, sûr qu'ils sont d'avoir de l'audience avec ça. C'est ça qui est tout à fait remarquable. Vous pouvez parler de quelque chose de terriblement lourd au plan de l'information qui se passe dans un pays lambda. Mais pas besoin d'aller chercher loin. Hein. Je prends la Syrie. Elle est rentrée dans sa 5e année d'enfer. La 5e année de tragédie, et on n'en voit pas le début de la fin. Bon, bien on s'y est fait. Pas très très grave. Ok, on se situe là-bas, on s'y massacre là-bas, comme on se massacre en Irak, en Yémen, en Libye ou en Syrie, peu importe, on s'y est fait. Mais quelque chose va se passer en Israël, et à plus forte raison encore, au-delà de la ligne verte, qu'on appelle improprement les frontières de 67, alors le monde entier s'en occupe, le monde entier a une opinion, le monde entier a son mot à dire, le monde entier prétend, eh bien, dire ce qu'Israël devrait faire ou ne devrait pas faire. Demain, la parole appartiendra aux Israéliens et aux Israéliens seulement. N'en déplaise à tous ceux qui voudraient exercer un droit de tutelle ou un droit de surveillance sur le peuple souverain d'Israël, demain, la parole appartiendra aux 5 900 000 électeurs qui seront appelés aux urnes. Vraisemblablement, on aura les 3/4 qui se présenteront, puisqu'on a d'habitude entre 70 et 75% de votants. Donc, et à peu près 50 à 55% d'Israéliens de confession musulmane, ce qu'on appelle les Arabes israéliens. Pour une élection qui sera, on va utiliser un mot galvaudé, parce que chaque élection en Israël, elle est historique. Elle commande un avenir dangereux, parce que Israël se trouve dans une géographie particulièrement hostile, particulièrement fragile. Et donc, chaque choix que font les électeurs a des répercussions qui peuvent être très très lourde de sens. Donc il n'y a pas d'élection banale en Israël. On n'est pas au Luxembourg, on n'est pas en Belgique, on n'est pas au milieu d'une Europe quiète, paisible, qui cherche simplement... Ou d'un référendum populaire suisse. Par exemple, ou une votation en Suisse. Ça n'a pas ce caractère-là, voyez-vous. Ça a un caractère, ça a une nature, ça peut avoir des conséquences fondamentalement différentes sur le présent du pays, également sur son avenir. Donc ça n'est jamais banal, et cette élection, donc pour la 20e Knesset depuis la recréation de l'État d'Israël dans son espace géographique naturel, et bien depuis sa recréation pour cette donc 20e Knesset, elle n'échappe pas à la règle, elle ne sera pas moins historique que les autres, peut-être un peu plus que les deux dernières, parce que à l'inverse de la toute dernière, on ne crédite pas Benjamin Netanyahou des faveurs du pronostic que du contraire. Il vient derrière. Aux dernières élections, c'était en 2013, on était tellement sûr que le futur Premier ministre allait être le précédent, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou lui-même, qu'il y avait une déperdition de voix, et que là où on attendait le binôme Likoud, Israël Beitenu, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou avec Lieberman, faire 40 sièges, il n'en avait récolté que 31, tellement les gens avaient somatisé la victoire annoncée de Benjamin Netanyahou. Ici, c'est tout à fait le contraire. Tous les sondages s'accordent pour le dire ou l'annoncer, on devrait se diriger vers une victoire assez nette, il faut bien le dire, en termes de sièges, avant qu'on se lance dans la cuisine
politique, mais lorsqu'on sera à la première étape, c'est-à-dire au dépouillement des votes, et qu'on verra quel parti a récolté quoi, on s'orienterait plutôt vers une victoire de ce que ses propres artisans ont appelé le camp sioniste, on y reviendra, mais on devrait s'orienter vers une victoire de la gauche, appelons-la par son nom plus fidèle à son identité. À sa réalité. À la réalité, que le Likoud. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans son discours marquant la fin de la campagne officielle dimanche soir sur la place des rois d'Israël à Tel Aviv, le Premier ministre israélien a déclaré « Chaque voix compte, nous n'avons pas nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'avoir une déperdition de voix, comme ça a été le cas à la consultation précédente. Chaque voix compte parce que, en fonction du résultat que nous récolterons, eh bien, nous serons plus ou moins aptes à être appelés par le président de l'État à former une coalition. » Ça, c'est la dimension intérieure. Oui. Dimension israélienne proprement dite. Il y a la dimension extérieure également. Rappelons-nous que avant l'élection même, les pressions exercées par l'administration Obama, conjuguées aux menaces avancées par l'Union européenne dans leur perspective de renouveler les négociations de paix entre Israël et l'autorité palestinienne, ont fait que une série de sanctions ont été préparées, élaborées, prêtes à être mises à exécution immédiatement, avec cette seule réserve que si Bibi Netanyahou remporte les élections, redevient Premier ministre, ces sanctions seront à effet immédiat, d'effet immédiat. Si ce n'est pas lui, Israël gagnera peut-être quelques semaines avant d'être confronté à de telles sanctions. C'est une chose importante qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas négliger, parce que ça concerne notamment un boycott des produits israéliens, pas seulement des produits qui viennent des territoires. Ça concerne véritablement tout ce qui touche à Israël, y compris sa participation dans des organisations internationales où Israël a gagné ses titres de gloire, je pense notamment pour la recherche et le développement, et où Israël a apporté un plus incontestable aux travaux notamment de l'Union européenne. Donc je crois qu'il faut avoir à l'esprit cette dimension également qui risque de conditionner l'avenir d'Israël dans le contexte international, dans ses relations diplomatiques, dans ses relations économiques, et qui évidemment auront un impact au niveau de la vie quotidienne et économique, sociale des Israéliens. Il n'y a aucun doute que les difficultés commenceront le 18. Quels que soient les résultats des votes, quelles que soient les coalitions possibles que les vainqueurs et les vaincus pourront ébaucher. Parce que le vaincu de demain pourrait être le vainqueur d'après-demain. Et le vainqueur de demain pourrait être le vaincu d'après-demain. Je m'explique. Il n'est pas sûr du tout, et nous avons déjà un exemple comme ça en 2009. Non pas à la dernière consultation, mais à l'avant-dernière. Lorsque Kadima a été dirigée par Tzipi Livni, avant qu'elle n'aille un peu faire le tour de tous les partis politiques israéliens, sa formation avait récolté 28 sièges, alors que le Likoud en avait récolté 27. Bien, elle était dans l'incapacité de constituer une coalition. La mission a été confiée à Benjamin Netanyahou, qui lui avait cette possibilité, et donc le vaincu des élections, des urnes, eh bien, s'était révélé le futur Premier ministre. Il n'est pas impossible du tout, et je n'élude pas votre remarque à propos de l'avenir. Ça, on y reviendra, et même longuement, parce que c'est effectivement là toute l'importance de ces élections. C'est de savoir comment va s'organiser cette joute post-électorale. Comment va se faire une fois qu'on aura dépouillé. Bien, on aura dépouillé sur les 5 900 000, il y en aura, disons, 70% qui auront voté, ça veut dire 4 200 000 à peu près. Bien, sur les 4 200 000, une fois qu'on aura écarté les partis qui n'auront pas franchi le seuil de 3,25%, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas obtenu 4 sièges. 3,25% sur 120, ça fait à peu près donc 4 sièges. Tous ceux qui sont en deçà de 4 sièges seront écartés. Imaginons que sur les 4 200 000, il en reste 4 millions. Mais les 4 millions, on va les répartir sur 120 sièges. On va donc faire 4 millions sur 120 sièges et on va obtenir un indicateur général.
qui va nous dire le nombre de votes qu'il faut pour avoir accès à un siège à la Knesset. Et ensuite, on va prendre le nombre des votes recueillis par chacun des partis, et on va le diviser par cet indice général, et on va lui donner le nombre de sièges. C'est le système de Hont. C'est-à-dire ? C'est un mathématicien qui s'appelait Hont qui avait élaboré ce système je l'ignorais. ce comptage électoral. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est en fait très simple lorsqu'on a compris le principe. Mais l'essentiel sera de savoir si le vainqueur, imaginons que les urnes confirment les sondages de ces derniers jours et que c'est la liste de gauche qui l'emporte, il faudra voir si l'arithmétique leur permet de penser qu'ils ont de quoi convaincre le président de l'État de leur confier la mission de constituer la coalition. Rien n'est moins sûr. On le verra en faisant un peu d'arithmétique, c'est un peu fastidieux, mais il faudra s'y contraindre. Ce soir, prenez vos calculettes. Oui, et vous avez raison de le dire, il faudra vraiment se munir de calculettes parce que vous verrez qu'on risque de se retrouver demain dans une situation un peu inconfortable, c'est-à-dire avec une situation de toutes les façons, qui va déboucher sur des coalitions relativement précaires, sauf si le président, finalement, face à des scénarios peu engageants pour l'avenir d'Israël, eh bien, commande ou engage le personnel politique invite le personnel politique à s'engager dans le scénario de l'Union nationale. Voilà. Auquel cas, maintenant tout le monde, avant les élections, s'y refuse. J'ai dit qu'il n'est pas question de seulement envisager ce scénario, mais il n'est pas du tout impossible qu'on ne saura pas demain. S'y résoudre. Voilà, qu'on doive s'y résoudre. La question, ce sera de savoir qui dirigerait cette coalition dans un premier temps, puisqu'on pourrait alors parler d'alternance à la tête du gouvernement. Il y a aussi la liste, on parle beaucoup en Occident de la liste arabe unie, on en parle énormément comme si c'était un fait révolutionnaire qu'on accrédite aujourd'hui d'à peu près 12 sièges. Rappelons quand même que dans la Knesset sortante, les partis arabes en recueillent 11. Ça n'a rien, ça n'est pas insignifiant de gagner un siège, mais ça n'a rien de révolutionnaire, et de penser que les listes arabes, toutes réunies ensemble, à 12 voix, pèseront de façon significative, plus significative qu'à 11 voix, ça peut se raconter des histoires. Je crois que le côté novateur de cette affaire, c'est qu'ils ont réussi à s'entendre avant l'élection. On verra après ce que ça donne, mais c'est la première fois que les Arabes arrivent à s'entendre entre eux. Mais pourquoi sont-ils arrivés à s'entendre ? Ça, c'est une question intéressante, parce que cette coalition des partis arabes, cette liste unique, cette liste d'union arabe, elle comprend un parti communiste, le Hadash, un parti islamiste, le parti RAM, et un parti arabe nationaliste laïque, qui est le parti Balad. Dans les deux dernières consultations, 2009-2013, ils avaient Hadash et RAM recueilli chacun 4 sièges, et le dernier, Balad, en avait recueilli 3. Ça fait 11. 4, 3, ça fait 11. Et donc, avec un seuil désormais de 3,25, Balad, il passe à la trappe. Et donc, l'ensemble des partis arabes, pour peu que Hadash et Ram confirment leur nombre de sièges à 4, ça ne ferait plus que 8. Et donc, c'est une question de survie politique. Oui. C'est rien d'autre que de la survie politique. Parce qu'il faudra qu'on nous explique ce qui peut réunir un parti communiste avec un parti islamiste et avec un autre parti arabe nationaliste et laïque. Ça n'est donc que pour sauver les meubles, et de cette façon-là, c'est un peu le paradoxe. En étant unis, ils sont crédités de 12 sièges, parce que s'ils ne s'unissaient pas, ils en auraient 8. Donc ça ne pèsera pas C'est ce qu'on appelle ici la politique politicienne. Oui, d'abord c'est la politique politicienne, mais pourquoi est-ce que je m'étends un tout petit peu sur cette liste arabe unie ? C'est pour relativiser les commentaires qu'on fait autour de cela et sur le caractère révolutionnaire que laisse présager cette consultation en termes de représentativité de la population musulmane de nationalité israélienne. Rien de révolutionnaire là-dedans, sauf si bien sûr demain, aux urnes, il n'y a pas les 50 ou 55% de votants israéliens musulmans qui votent, mais 75%. Auquel cas, on pourrait assister à quelque chose de plus signifiant, de plus important. Mais si les chiffres de votants de cette population-là se confirment par rapport aux autres consultations, il n'y aura rien de bien neuf qui va sortir
de cela. Si vous me permettez, Isaac, je crois que ce qui a frappé les commentateurs, c'est le fait que les partis arabes semblent constituer maintenant le troisième parti en Israël. Oui. Alors que je pense que le troisième parti en Israël, c'est le parti des indécis. Alors, c'est exactement... numériquement beaucoup plus important. Oui, tout à fait. Et c'est là où il convient de faire un effort pour, je dirais, sensibiliser les électeurs à l'importance de leur participation. C'est pour ça que j'émettais des réserves et que je dis toujours, si demain la consultation confirme les prévisions, mais effectivement, vous avez parfaitement raison de le souligner, de le rappeler, il y a le plus grand parti, c'est celui des indécis, il représente 1/5 de la population, qui ne sait pas encore fait une religion quant à savoir pour qui il va ou elle va voter. Et effectivement, ça peut faire bouger les lignes dans un sens ou dans l'autre. Et de façon très très significative, et je dirais presque définitive. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel, ces 2 jours où le public israélien sera sevré de sondage, sera sevré de ce qu'il a nourri ces dernières semaines, sont vraiment extrêmement important, ça va être vraisemblablement décisif. C'est 20% d'indécis. En tout cas, ce ne sera pas la Ligue arabe unie, moins encore, parce que c'est un message qui a été envoyé aussi bien à la Ligue, à l'Union de gauche, qu'au bloc de droite, c'est que cette liste arabe unie se revendique très clairement et de façon très explicite, très décomplexée, antisioniste. Je rappelle ce que disait son leader, Ayman Odeh, leader de cette liste arabe, qui déclarait « Notre ennemi direct est le sionisme ». Bien, voilà qui est posé. Ce qui laisse penser que, de toutes les façons, sur les 120 sièges de la Knesset, il y aura un 10e, c'est-à-dire 12 sièges qui sont antisionistes. Ça veut dire qu'il faudra s'entendre avec 108 sièges. Bien, pour former une coalition de 61. Alors 61 sur 120, c'était déjà difficile. 61 sur 108, ça risque de l'être encore plus encore. Et là, il faudra se livrer à quelques calculs arithmétiques. Mais ça va être particulièrement intéressant. Et comme vous le dites très bien, effectivement, les indécis sont certainement ceux qui détiennent la clé de la joute électorale demain. Journée difficile, donc, qui va débuter demain. Ouais. Pour le personnel politique, bien sûr, mais pour chacun des électeurs pris individuellement, pour la plupart d'entre eux confrontés à des difficultés économiques et sociales, dont certains ont l'impression d'avoir été laissés au bord du chemin, et qui véritablement se rappellent des challenges sécuritaires lorsque les missiles tombent sur Tel Aviv, tombent sur Ashdod, tombent sur Ashkelon. Là, je crois que la préoccupation sécuritaire est partagée par tout le monde. C'est évident. Dès que la menace s'éloigne, on se rapproche davantage des préoccupations économiques quotidiennes. Et c'est là où, véritablement, il va falloir trouver un arbitrage entre ces deux axes. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Non, en effet, mais... Alors nous disions tout à fait au début de cette campagne électorale, lorsque le Premier ministre a chassé du gouvernement Lapid et Livni, que l'issue de cette campagne électorale dépendrait de la capacité de chacun des 2 grands blocs à faire entendre au public israélien que l'essentiel de ses préoccupations, c'est soit la sécurité, auquel cas ça sourirait au bloc de droite, ou les affaires économiques et sociales, auquel cas ça sourirait plutôt à la gauche. Il semblerait que la gauche, sur ce plan-là, l'ait emporté. C'est-à-dire qu'elle ait réussi à mieux faire entendre que les préoccupations majeures des Israéliens devraient être des préoccupations économiques et sociales plutôt que des considérations sécuritaires, et que ce serait ça qui expliquerait l'avance significative de la liste de gauche sur le bloc de droite. Alors, il y a un précédent qui peut faire peur, c'est que Israël vit dans un environnement extrêmement hostile depuis sa recréation.
extrêmement hostile. Il n'y a personne qui, voisin d'Israël, ne rêve de l'éliminer. Je pense au Hamas, je pense au Hezbollah, je pense aux Iraniens qui désormais sont en train de s'installer sur le Golan. Donc il y a un risque évident, sans parler du danger nucléaire iranien dont nous avons ici très largement parlé ces derniers numéros et ces dernières... qu'on va mettre entre parenthèses. Oui, aujourd'hui qu'on met en petite parenthèse, mais il y a l'illusion en Israël, il peut y avoir, l'illusion que ces menaces, ces dangers aux frontières du pays sont devenus gérables, sont devenus le lot commun et qu'on ne doit plus tant s'en préoccuper au point d'en faire un sujet de préoccupation majeur, prioritaire. Et on pourrait alors se retrouver dans la situation à laquelle s'est trouvée la France en 1936, au moment du Front populaire, lorsqu'elle a pensé que les principaux problèmes de la population étaient des problèmes économiques et sociaux. 3 ans plus tard, on sait ce qu'il en a été. On pourrait être dans une situation qui n'est pas très éloignée de celle-ci, avec des dangers à toutes les frontières d'Israël. Et Israël est un pays encore plus petit et plus vulnérable que l'était la France à la veille de la Seconde Guerre mondiale, mais on pourrait être dans une espèce d'illusion collective qu'en réalité, techniquement, politiquement, militairement, les Israéliens ont fait la preuve de leur capacité à gérer toutes ces menaces séparément et simultanément. On n'a donc plus tellement à en faire un sujet de préoccupation majeur. L'essentiel, c'est le prix du yaourt, c'est le prix des appartements, c'est les monopoles dans les supermarchés ou des choses comme ça. Un faux sentiment de sécurité. Un faux sentiment, voilà, une illusion de sécurité qui pourrait laisser penser aux Israéliens qu'en réalité, leur préoccupation majeure n'est plus celle-là. Ça n'est plus l'Iran, ce n'est pas le Hezbollah, ça n'est pas l'Iran sur le Golan, ça n'est pas la prochaine guerre avec le Hamas, ça n'est rien de tout cela. Eh bien, c'est les problèmes que vous et nous avons ici en Europe occidentale. Mais Israël n'est pas en Europe occidentale. Israël n'a pas pour voisin la France, le Luxembourg, les Pays-Bas ou l'Angleterre en face d'elle au Channel, mais des pays qui sont autrement plus bagarreurs et agressifs belliqueux dans leurs intentions. Donc il y a cette illusion qui pourrait être porteuse de danger. D'un autre côté, il faut aussi bien reconnaître que cette coalition, et la précédente aussi, ne s'est pas autant préoccupée d'économie et de social qu'elle ne s'est préoccupée de sécuritaire. Et elle pourrait en être punie. Ça veut dire que, quelle que soit l'issue de la joute électorale de demain, il faudra que la coalition, si c'est celle de droite qui est reconduite dans ses fonctions, qu'elle accorde une importance à l'économie et au social qu'elle n'a pas occulté, mais en tout cas qui n'était pas l'essentiel de ses préoccupations tout le temps qu'elle était au pouvoir. Et qu'elle affiche également un programme en la matière. Absolument. Voilà, nous reprenons donc cette émission Chercher l'erreur, et on vient de faire dresser le tableau. Je dirais le tableau d'ensemble, le contexte, la toile de fond de la situation dans laquelle vont se dérouler ces élections. Il faut peut-être également tenir compte de ce qui se passe à l'étranger, notamment avec la Syrie. On va quand même en toucher un petit mot. Oui, je propose qu'on reste encore un peu sur les élections pour brosser le tableau, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui doivent être dites avant de venir à ce que vous à la Syrie, qui effectivement mérite un commentaire. Et comment on parlait d'illusion de sécurité. Avant ça, je refais l'annonce pour demain. Oui, cette annonce de l'émission de demain, donc 18h30 à 23h, soirée spéciale élection sur Radio Judaïka. Ne manquez pas d'être à l'écoute, vous saurez tout, et même ce que vous ne s'y êtes pas demandé à propos des élections israéliennes. Donc, je disais de ce qui a manqué, de ce qui explique aussi un peu la fatigue de la population israélienne à l'égard de Netanyahou. Bon, d'abord, il y a l'usure du pouvoir. Oui, c'est normal, ça frappe à peu près tout le monde qui exerce longtemps le pouvoir. Et Benjamin Netanyahou n'échappe pas à la règle. Il a aussi le talent pour faire de ses supporters des supporters extrêmement fidèles et loyaux, mais de ses adversaires des adversaires extrêmement résolus. Et donc il a le don autant de se faire aimer par ceux qui sont déjà proches de lui, ou de se faire détester par tous ceux qui voient en lui quelqu'un qui éloigne Israël à la fois d'un État juif et d'un État démocratique. Il faut bien reconnaître que la principale lacune
de cette précédente coalition était sur son bilan économique et social. Il faut savoir que les Israéliens travaillent 10% d'heures en plus que la moyenne des pays de l'OCDE, mais que le salaire moyen n'est pas plus élevé que celui de la Slovaquie. Il faut savoir qu'en Israël, on consacre 15% du PIB à des programmes sociaux pour 20% aux États-Unis et 24% en moyenne pour les pays de l'OCDE. Donc il y a une lacune manifeste qui doit être comblée. Il y a eu ces manifestations il y a déjà de cela 4 ans, en 2011. Sur le boulevard Rothschild. Sur le boulevard Rothschild, mais on se rappellera qu'en Israël, ça avait jeté 400 000 Israéliens sur les pavés pour protester contre les inégalités sociales, contre l'absence de perspective, contre la difficulté pour les jeunes couples d'accéder à la propriété ou à une première propriété immobilière. Donc tout cela avait fabriqué beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de colère. Le Premier ministre avait nommé Manuel Trachtenberg pour mettre ces problèmes à plat sur la table et proposer des solutions. C'est ce même Trachtenberg qui serait pressenti par l'Union de la gauche pour devenir ministre des Finances si l'Union de la gauche était appelée à diriger le pays pour la prochaine mandature. Donc, il y a un gap, il y a la pauvreté qui est inacceptable en Israël. Il y a 25% des ménages dans lesquels une personne seulement ramène de l'argent dans le foyer, qui est considéré comme pauvre selon les statistiques internationales, et 11% de ceux qui ramènent 2 loyers qui restent eux aussi en dessous de ce seuil de la pauvreté. Donc il y a un problème de pauvreté, de mal-vivre, de difficulté à joindre les deux bouts, où la fin du mois frappe déjà à la porte des ménages le 20 ou le 22 du mois, qui doit être pris à bras-le-corps. Maintenant, comme vous le suggériez, c'est un savant mélange extraordinairement difficile à établir entre les conditions sécuritaires, parce que quelles que soient les préoccupations économiques et sociales, les problèmes sécuritaires ne diminuent pas pour autant. C'est tout cela qu'il faut ménager et résoudre en même temps avec un pot d'argent, un budget qui n'est pas extensible à l'infini, parce que les besoins sécuritaires exigent beaucoup d'argent pour le ministère de la Défense, pour le développement des armes nouvelles, pour maintenir toujours cette avance technologique sur les adversaires, mais en même temps, il faut plus d'égalité, il faut briser des monopoles, ce qui était insuffisamment fait ou mal fait, en rappelant quand même que ces monopoles sont détenus par des grandes familles qui sont idéologiquement très proches de la gauche. Donc, c'est peut-être paradoxal, mais c'est quand même important à souligner, et aussi à souligner quelque chose que pour difficile que soit le quotidien d'un grand nombre de familles israéliennes, qui, même s'ils sont proches idéologiquement de la droite, demandent au gouvernement prochain qu'on prenne en compte sa propre détresse économique et sociale, c'est qu'il y a aussi, demain, on peut avoir du pain au milieu de sa table, mais si la sécurité n'est pas garantie, c'est illusoire. Donc, il y a tout cela en même temps à faire. La droite est carente sur ce plan-là. Elle n'a pas réussi à empêcher la gauche à en faire le thème central de campagne. La gauche, par contre, a un avantage, c'est-à-dire qu'on la crédite par principe, par idéologie, d'être plus solidaire, d'être plus généreuse, d'être plus compassionnelle sur les plans économiques et social, mais on l'accrédite moins sur un plan sécuritaire, sur un plan politique, capacité du futur leader de la gauche, si c'est la gauche au pouvoir, de résister aux pressions de Washington ou aux pressions de Bruxelles. Donc, et là, il y a un avantage pour la droite. Comment faire tenir tout cela ensemble ? Comment confier les clés du gouvernement israélien à quelqu'un qui n'a strictement aucune expérience internationale ? Aucune, quelles que soient ses capacités dans le crédit, et on peut penser qu'il en est bourré de qualité, M. Herzog. Comment savoir, sans lui faire de procès d'intention, comment savoir sa véritable envergure, sa véritable capacité à diriger un pays aussi je dirais, unique que l'est Israël. Et quand je dis unique, c'est au sens propre du mot. Il n'y en a pas d'autre qui fait face aux mêmes enjeux en même temps. Et c'est ce qui fait le sel de ces élections, et ça nous ramène, si vous le voulez, à faire un peu d'arithmétique. C'est peut-être un peu fastidieux, mais il faudra le faire. C'est pour vous préparer pour l'émission de demain à 18h30. Voici les sondages. Le dernier sondage qu'on a obtenu, c'est, puisque désormais, depuis hier soir, il n'y a plus de sondage jusque demain, Likoud serait crédité de 22 sièges. Alors c'est important que vous reteniez bien ces chiffres, vous allez voir pourquoi. Donc Likoud, 22 sièges, Avoda et Livni, j'ai du mal à utiliser le camp sioniste parce que vraiment ceux qui se proclament camp sioniste, ils doivent en faire la preuve, un peu comme camp de la paix,
Ça rejette les autres dans le camp de la guerre, et ici, ça rejetterait les autres dans le camp du parti antisioniste. Donc, Avoda Livni à 26. La liste unie arabe, 12. Lapid, c'est-à-dire Yesh Atid, 12 aussi. Karlon, Koulanou, donc 9. Meretz passerait le seuil de 4 sièges et en récolterait même 5. Idem pour Beiteinu, 5. Chasse, 7. Judaïsme unifié Torah, 6. Yachad, c'est-à-dire le parti dissident du Chasse, dirigé donc par Eli Yishai, en aurait 4. Et Bennett, c'est-à-dire Israël, Bayit Yehudi, on aurait 12. Ça fait 120. Bien. Essayons de voir un peu les deux scénarios. Qu'arrive-t-il si le président de l'État confie la charge de former une coalition à Isaac Herzog? Donc il a 26 sièges. Il a déjà dit « je ne vais pas gouverner avec les Arabes ». D'ailleurs, on aurait du mal à imaginer un camp qui se proclame sioniste gouverner avec le soutien d'une liste arabe dont le leader a déclaré notre ennemi direct est le sionisme. Proclamé. Voilà. C'est difficile. Alors on peut imaginer que les Arabes ne seraient pas dans le gouvernement, mais le soutiendraient de l'extérieur, ce qui viendrait de facto au même. Mais bon. Donc, Avoda Livni reçoit la charge de constituer la coalition, 26 sièges. Les Arabes ne participent pas. Lapid, oui, 12. Ça fait 26 et 12, ça fait 38. Karlon, en imaginant qu'on lui donne un beau ministère dans lequel il aurait toute l'indépendance pour pouvoir mener les réformes qu'il a déjà menées dans le plan de la communication, mais de les mener pour détruire les monopoles qui existent dans la distribution des produits de première nécessité, se joindrait à la liste de gauche, 9 sièges. Alors nous étions à 38, plus 9, ça fait 47. Meretz 5, naturellement, 52. Imaginons même que Beiteinu, Avigdor Lieberman, parce qu'il est fâché avec le Premier ministre, avec lequel il faisait liste commune à la précédente consultation, se joigne lui aussi. 5 voix. 52 et 5, ça fait 57. On n'a pas encore franchi le seuil de 60, on n'est pas arrivé à 61. Bien. On a du mal à penser que Bennett va se joindre, que les partis religieux se joindraient à une liste de gauche. D'autant qu'on sait très bien l'animosité qui règne entre en particulier Lapid et les partis de gauche. Donc, ça s'arrête à 57. Voilà l'étiage. 57. On n'atteint pas 60. Maintenant, faisons le calcul inverse. Prenons le Likoud, 22 sièges. Avec qui peut-il gouverner? Bien, s'il sait y faire et qu'il tient parole cette fois, et qu'il donne effectivement à Karlon un ministère qu'il ne lui retirerait pas le lendemain ou le surlendemain, parce que comme à la dernière consultation où il a dû donner cela à Yesh Atid et à Lapid parce qu'il avait obtenu 19 sièges, et qu'il lui donne le ministère de l'économie ou le ministère des Finances, on peut imaginer que Karlon, qui est issu du Likoud lui-même, et qui le revendique, tellement qu'il dit le vrai Likoud c'est moi. Donc 22 et 9, avec Karlon, ça fait 31. Bien. Meretz, peu de chance. Beiteinu, 5, pour exister ou pour continuer d'exister, peser d'un certain poids dans le paysage politique israélien, il a intérêt à ne pas disparaître et de ne pas aller dans l'opposition. Donc il va accepter à condition qu'on lui donne quelque chose qui ne soit pas la monnaie du pauvre. Un ministère qui ne soit pas un ministère de tout premier plan, mais un ministère quand même. Donc ça fait 22 et les 9 de Karlon 31. Beiteinu, ça fait 5, ça fait 36. Chasse et 7, ça fait 43. Judaïsme unifié Torah 6, ça fait 49. Yachad 4, ça fait 53. Et puis Bennett 12, ça fait 65. On est au-delà, ici, de la ligne de 61. Alors en imaginant que Karlon refuse de donner ses 9 voix, 65 moins 9, on est à 56. Les autres, liste de gauche, on était à 57. Donc le vrai faiseur de roi ici, c'est Karlon. Celui qui va faire le roi d'Israël, entre guillemets bien évidemment, c'est Karlon. C'est lui qui a le pouvoir de désigner, de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Si Karlon refuse de rejoindre une coalition du bloc de droite, alors on sera devant une situation où il est vraisemblable que le président de l'État va confier ou va privilégier le scénario de l'Union nationale. Dans un tel cas, il sera guère difficile de recueillir une majorité qui dépasserait significativement les 61 voix,
condition qu'on arrive à mettre d'accord tous ces messieurs et ces dames qui jurent encore jusqu'à demain, à partir du début de la journée, qu'ils ne gouverneront jamais avec les autres. Mais en tout cas, en Israël, rien n'est jamais impossible. On se rappellera, 1992, lorsque Rabin dirigeait le gouvernement israélien, il a dirigé avec l'appui de 5 députés arabes, antisionistes il y a 23 ans comme ils le sont aujourd'hui. Mais à une grande différence près en 1992 par rapport à aujourd'hui, c'est que, indépendamment des 5 députés arabes, il avait une majorité. C'est vrai, ric-rac, c'est vrai, assez chahuté, parce qu'il y avait dans cette majorité, il y avait aussi bien Meretz que les partis religieux. Donc, on voit, Israël est un pays où, politiquement, on ne peut jamais émettre de certitude absolue. La seule certitude que nous avons, c'est qu'on est devant un océan d'incertitudes. Et une situation improbable, certainement. Oui, et une situation extrêmement difficile. On voit en tout cas qu'il est plus possible pour la droite, même si elle n'est pas donnée gagnante demain, en termes de sièges pour le parti Likoud, on voit qu'elle est, sur un plan arithmétique, plus capable, a priori, de composer une coalition que ne le serait la gauche. C'est les chiffres qui parlent, c'est pas la première fois. On va voir demain, sauf modification extrêmement importante par rapport aux projections. Par rapport aux projections, c'est-à-dire une mobilisation en faveur d'un camp plutôt que de l'autre, des indécis. On voit mal comment on pourrait échapper à ce scénario d'incertitude que nous venons d'ébaucher. Alors je reviens un instant sur cette affaire du discours de Bibi Netanyahou, tant attendu. Tant commenté avant même d'avoir été délivré, et sur lequel pesaient des suspicions de pratiques électorales, oui, d'exploitation, à la pêche aux voix. On s'aperçoit que curieusement, après le discours qui a été excellent et reconnu comme tel par tous, la liste de Likoud perd des sièges. Donc c'est la preuve, je dirais, par la preuve du contraire, oui. Que justement, ça n'avait rien à voir. Même si dans l'esprit de Bibi Netanyahou, il y avait l'espoir sans doute de tirer un bénéfice de cette mise en garde internationale des dangers d'un Iran nucléaire, ce n'est pas ça qui peut faire peser la balance sur les élections. Donc il faut se méfier des accusations a priori. Bien sûr. Mais elle servait l'agenda politique de la Maison-Blanche à ce moment-là, de dire pique-pendre du Premier ministre israélien. Il s'agissait de le discréditer. Et il faut bien dire une chose, c'est que jamais, comme en cette occasion, les puissances étrangères ne se seront ingérées dans à ce point-là, cette campagne électorale. Jamais. Aussi bien l'Union européenne, mais ça c'est pas vraiment la première fois, que les États-Unis, qui ont dépêché la fine fleur de leurs analystes politiques, ceux qui ont aidé à l'élection et à la réélection de Barack Obama à la tête des États-Unis, l'ont dépêché en Israël pour venir au secours de la liste de gauche et pour battre Netanyahou et avoir à la tête de l'État d'Israël quelqu'un qui serait plus malléable, avec qui aurait l'échine plus souple. La nuque un peu moins raide, l'échine un peu plus souple, et à qui on pourrait mieux faire entendre les menaces américaines que Barack Obama n'a cessé de répéter à l'oreille de Benjamin Netanyahou, mais en vain. Et en réalité, la vraie question est là. Quelle serait la capacité de résistance d'un Premier ministre Herzog à une pression américaine? C'est ça la vraie question, parce qu'il reste à peu près 20 mois de présidence à Barack Obama. En 20 mois, il peut se passer beaucoup de choses. À partir du moment où le président américain, conjugué avec les efforts des Européens, arrive à faire plier Herzog, qui serait Premier ministre, à faire des concessions dangereuses pour l'avenir d'Israël, ça peut effectivement porter préjudice à l'avenir. On nous assure de ci, de là qu'il a la carrure pour ça, espérons-le. Nous ne sommes pas de ceux qui soutenons Israël lorsque le pays est dirigé par une coalition de droite plutôt que une coalition de gauche. Nous sommes solidaires de l'État d'Israël parce que, à l'inverse de certaines autres personnes dans cette communauté, nous sommes solidaires de l'État d'Israël et du choix souverain du peuple d'Israël. Exactement. Que nous croyons suffisamment mature pour prendre la décision qui lui convient le mieux. Je voulais revenir un instant, puisqu'on parle de Barack Obama avant d'arriver à la Syrie, c'est qu'est-ce qui se passerait dans le cadre d'une union nationale où il y aurait une alternance à la tête
du gouvernement, c'est-à-dire 2 ans l'un et 2 ans l'autre. On fait un petit calcul chronologique, 2 ans Netanyahou de 2015 à 2017, et puis à partir de mars 2017, 2 ans avec Herzog, à partir de mars 2017, Barack Obama n'est plus à la Maison-Blanche. Donc ça pourrait être aussi une formule audible, d'avoir un Premier ministre israélien qui sache continuer de dire non aux Américains jusqu'au moment où à la Maison-Blanche se trouvera un locataire un peu moins hostile au sionisme et au sort de l'État d'Israël. Alors, à propos d'alternance, il y en a déjà une qui est tombée, qui semble avoir être tombée dans la trappe, c'est celle d'entre Herzog et Livni. Parce que cette promesse d'alternance n'est plus mentionnée nulle part, à tel point que même pour dialoguer avec Bibi Netanyahou, Herzog n'a pas voulu prendre Livni avec lui. Livni, c'est un point mort pour la liste de l'Union sioniste, et je crois que du fait que Herzog ne gagne pas, lui par lui-même, significativement, cette promesse tombe. Alors, je ne suis pas sûr que... Imaginons même que Herzog tienne parole et que dans 2 ans, ce soit Livni qui vienne au pouvoir, qui le succède. Bon, il faudrait encore que cette coalition tienne 2 ans. 2 ans et 1 jour pour qu'on change de cavalier à la tête du gouvernement. C'est très, très peu probable. On a vu à quel point cette coalition serait fragile et serait précaire, donc ouverte à tous les vents, et même à une brise légère. Donc rien n'est moins sûr, même si cette promesse entend être tenue par celui qui l'a dit et celui qui l'a entendu. Je suis pas sûr qui veut y croire. Oui, mais je suis pas sûr que cette coalition aura le temps d'être mise à l'épreuve sur ce plan-là, parce que vous savez, on est à la 20e Knesset, en 67 ans, ça fait tous les 3 ans à peu près. Le dernier gouvernement, il a tenu 2 ans, 21 mois. Tout laisse penser, en tout cas, avec cette fragmentation politique qu'on note en Israël, avec le fait qu'il y ait plus de grandes partis, mais plus que des partis moyens et des petits partis. Il y a 25 listes qui sont présentes demain sur les bulletins électoraux, 25. Donc, avec un tel émiettement, il est peu probable qu'on va gagner de la stabilité, et moins probable qu'à l'avenir, on risque de connaître une mandature qui aille à son terme que par le passé. Donc, je serais extrêmement surpris qu'on ait une coalition qui va durer longtemps demain, quel que soit le résultat. Mais quel que soit le résultat. Et Israël est devenu chroniquement, je dirais systémiquement, un pays difficile à diriger, parce que ces grands pôles autour desquels s'organisait la vie politique israélienne, et à partir desquels il n'était pas impossible d'atteindre relativement facilement le seuil de 61, ces grands partis ont cessé d'exister. Le temps de Avoda qui faisait 40-45 sièges, ou du Likoud qui faisait 40-45 sièges, c'est définitivement révolu. C'est du passé. C'est du passé, cela. Désormais, celui qui est crédité du plus grand nombre de sièges, c'est 26. 26 rapporté à 120, ça fait 22%. C'est rien. Je veux dire, on voit bien aujourd'hui, il y a un tel émiettement, mais c'est une promesse d'incertitude, c'est une promesse de fragilité politique. Ça veut dire que chaque parti détient un pouvoir exorbitant et peut menacer la coalition, quelle que soit celle-ci. Et donc, ça, c'est l'avenir politique d'Israël. Ça n'est pas très, très engageant, mais enfin, c'est comme ça qu'Israël s'est créé. C'est aussi le prix à payer pour la démocratie. C'est aussi le prix à payer pour un système électoral du tout proportionnel, qui a ici ses limites, qui prouve ses limites. Absolument. Et il y a peut-être également la promesse d'envisager une modification de la loi électorale, oui, qui devrait être mise sur le... Mais ça, c'est un peu le monstre du Loch Ness. On en parle à chaque consultation. Et la seule chose qu'on a modifiée, c'est le seuil. C'était le seuil. Parce qu'on se rappellera qu'en 1948, le seuil, il était de 1%. À la précédente consultation, c'était 2%. Maintenant, il est passé 3,25. Donc, en 66 ans, on a multiplié ce seuil par 3,25 fois. Donc, ça montre à quel point le paysage politique israélien s'est émietté, et à quel point il est devenu plus difficile que par le passé, d'assurer une coalition stable qui puisse ambitionner réalistement d'aller au bout de son mandat. Donc c'est pour ça que je dis gouverner, se passer le témoin après 2 ans. Je dirais que dans la réalité politique israélienne, aujourd'hui, il faudrait presque se passer le témoin tous les 6 mois, pour être sûr d'avoir été Premier ministre une fois. Bien, mais il faut assurer quand même la continuité. Bien sûr.
Et nous allons peut-être maintenant aborder le problème du grand voisin. La Syrie. La Syrie. Oui. La Syrie, où souvenez-vous, à un certain moment, Barack Obama avait fixé des lignes rouges. Comme on l'a dit déjà ici, les lignes rouges, à chaque fois, reculent comme des lignes d'horizon. Et on a même lorsqu'elles sont franchies, on ferme les yeux et on en fixe de nouveau un peu plus éloigné. Le président Obama avait même lancé une croisade contre le dictateur Bachar el-Assad, suivi en cela par les Britanniques et suivi en cela par M. Hollande, les Français. Qui, le sabre au poing, comme partait déjà à l'assaut. Il a été retenu par le fond du pantalon en disant non, surtout pas maintenant, n'y allez pas. Et on prévoyait la fin de la dictature de Bachar al-Assad dans les 3 semaines. C'est pas un chiffre que j'ai inventé, je l'ai noté, je le conserve précieusement pour montrer véritablement la fiabilité, entre guillemets, que l'on peut accorder à ce genre de pronostic. Depuis lors, il y avait un cordon sanitaire, comme on dit ici en Belgique, pour certains partis d'extrême droite, un cordon sanitaire pour éviter tout contact avec le dictateur Bachar el-Assad, pour aider autant que faire se peut l'opposition syrienne libre à l'intérieur de son pays, pour essayer d'évacuer ce dictateur dont on prévoyait la disparition prochaine. Et puis voilà que brutalement, et pas plus tard qu'hier, John Kerry, secrétaire d'État l'ineffable John Kerry, vraiment, on va lui laisser ce surnom, l'ineffable, dit maintenant que Washington devra parler à Assad pour mettre fin à la guerre. Alors, c'est un peu renversant. Après des années de menaces, d'exclusion totale et je dirais de déni même de la réalité. Parce que lorsque Bachar el-Assad pu reconquérir certaines parties du territoire syrien, on ne voulait pas le croire, on continuait. Il a fallu que les djihadistes de l'État islamiste viennent dans le paysage pour qu'on commence à se dire, mais finalement, Bachar el-Assad, c'était peut-être pas si mal que ça. En termes de stabilité, au moins dans la région. Comme quoi on peut s'accommoder de tout, même d'un dictateur aussi sanguinaire que Bachar el-Assad, qui a sur la conscience plus de 2 500 000 morts maintenant, des personnes... 220 000 morts, des millions de personnes déplacées, des atrocités sans nom. Et le président américain fait preuve là d'un pragmatisme éblouissant. C'est de l'hyper-pragmatisme. En disant finalement, puisqu'il est là, on va quand même lui parler. Et il faut dire que nous avons besoin d'un processus de négociation, je cite, avec la participation du régime. Il ne cite pas le nom de Bachar al-Assad, il dit la participation du régime. Vous voyez un petit peu la prudence madrée du bonhomme. Et il dit, mais Assad n'a pas sa place dans l'avenir de la Syrie. Mais l'avenir, c'est quand ? C'est demain, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans ? Non, il n'a pas la place ici. Et Assad ne voulait pas négocier. Maintenant, c'est les États-Unis qui vont prier Assad de bien vouloir leur accorder une audience pour envisager une solution politique à la situation de crise en Syrie. On s'est aperçu que la solution militaire n'est pas possible à ce stade, donc on envisage une solution politique. Décidément, la politique américaine au Moyen-Orient n'a pas cessé un jour de se décrédibiliser, de perdre du crédit auprès de tous ceux qui le composent, ce Proche et Moyen-Orient, et cette volte-face. Une de plus. Cette volte-face de l'administration américaine est en effet une de plus. Rappelez-vous, vous l'avez dit, impossible. Assad ne peut pas faire partie de l'équation de l'avenir de la Syrie. Il doit partir. Il doit partir vite, et il n'est pas question de parler avec lui. Ligne rouge, oui, le problème c'est qu'elles étaient tracées à l'encre sympathique, qu'elles ont disparu. Le problème c'est qu'aujourd'hui, Kerry et son patron Barack Obama dit qu'il faut parler avec la Syrie comme il faut parler avec l'Iran. En réalité, l'Amérique fait la promotion de négociations avec tous ses ennemis, mais interdit à ses amis de parler. Rappelez-vous. Ça devient une constante. Benjamin Netanyahou, il ne fallait pas qu'il parle.
c'est le plus grand allié des États-Unis, censément le plus grand allié des États-Unis, en tout cas pas de cette Maison-Blanche, mais du Congrès, du peuple américain. Mais il ne fallait pas que son leader parle. Avec lui, on ne peut pas parler. Et quand il est venu le 3 mars aux États-Unis, et déjà dès le 2 mars pour son adresse à l'EPAC et le lendemain au Congrès, le président américain n'a pas trouvé un instant pour le recevoir. On ne parle pas au Premier ministre israélien. Mais par contre, on peut parler avec les Iraniens. Par contre, on peut parler avec les Syriens. Bien sûr, on jouera avec les mots, on ne parle pas avec Assad, on parle avec son régime, ou des sottises pareilles. Mais on voit bien l'inconséquence, l'incohérence de la politique américaine qui... en luttant, en désignant comme ennemi prioritaire des intérêts américains l'État islamique, risque en effet de gagner une bataille en infligeant une cuisante défaite à cet État islamique, à voir encore, mais elle va perdre la guerre parce qu'elle aura renforcé ceux qui ont permis au sort de la guerre de changer complètement, c'est-à-dire l'engagement aux côtés de Assad, des Iraniens. Des Iraniens et du Hezbollah. C'est eux qui ont fait changer le cours de la guerre. C'est eux qui désormais obligent les Américains à reconnaître que Assad, on ne va pas pouvoir le bouger. Parce qu'il a eu des alliés qui, eux, n'ont pas trahi Assad. L'Iran, le Hezbollah, la Russie. Eux n'ont pas trahi Assad. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les Américains se disent, tout compte fait, il faudra peut-être parler avec Assad. Donc une mauvaise analyse de la situation. Quand on analyse mal la situation, un mauvais diagnostic, donc nécessairement on y apporte un mauvais remède. Il ne faut pas s'étonner si les conséquences de ce mauvais diagnostic et de ce mauvais remède soient une volte-face, une reculade et une perte de crédit encore absolument consternante pour la politique américaine au Proche et Moyen-Orient, qui n'a décidément plus aucun crédit pour imposer quelque chose à Israël. Et je reviens à la plus grande crainte, naturellement, c'est devant un nouveau Premier ministre israélien qui n'a pas l'envergure d'un Benjamin Netanyahu, et la résilience, de pouvoir plus peser sur sa résistance qu'il ne l'a fait sur le précédent Premier ministre. Il y a aussi un élément important, c'est de voir les pays arabes venir entre guillemets, au secours des Israéliens et des avertissements lancés par les Israéliens aux Américains quant au danger iranien. On l'a vu lorsque Kerry s'est rendu à Riyad, où il a dû entendre l'ancien responsable des renseignements saoudiens lui dire « Ce que vous accordez à l'Iran, nous n'allons pas nous contenter de moins que cela ».